En fait, quand on pense à attractivité de la France, est-ce que la France est attractive? Moi, je pense à deux choses. La première chose, c'est un Chinois qui s'appelle Sinutra et qui a annoncé la semaine dernière qu'il lançait une usine de lait à Carhaix, en Bretagne. Une usine, 300 emplois, 200 millions d'investissements. Alors pourquoi un Chinois décide de venir faire du lait en Bretagne? Eh ben, il met plein d'arguments en avant. Un des arguments, c'est le coût. Ça veut dire que c'est moins cher de produire ce lait en Bretagne, de le transporter par bateau jusqu'en Chine, que de le produire directement en Chine. Donc ça, c'est éventuellement un peu surprenant hein, quand on pense à la France, où on dit toujours que c'est coûteux, que le travail coûte cher, etc. Autre chose, c'est les infrastructures de qualité qui sont mises en avant aussi, le port de Brest qui fonctionne bien. Et une dernière chose, c'est la qualité sanitaire. Donc ça, c'est pour le côté entreprise. Pourquoi est-ce que les entreprises, les investisseurs étrangers trouvent la France attractive? Notamment pour ces raisons-là. Autre chose, donc côté individu, est-ce que la France est attractive pour les gens, pour les talents qui viennent de l'étranger, ou même pour les Français, pour que les gens qui sont formés en France et qui ont une bonne formation aient envie de rester? Alors là, je pense à cette initiative qui s'appelle Reviens Léon, qui a été lancée par le patron de Blablacar. Il a lancé une initiative où il est présent sur les réseaux sociaux, ils font une tournée mondiale, ils ont un site web avec des propositions d'embauche pour faire revenir les gens, revenir les étudiants français, enfin les gens qui ont été formés en France et qui sont partis à l'étranger, pour les faire revenir en France. Et depuis un an, ils ont reçu, en un an, 10 mois, des milliers de candidatures, 5000 candidatures, et sur ces 5000, il y en a la moitié qui sont étrangers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens bien formés à l'étranger qui ont envie de revenir en France. Et qu'est-ce qu'ils leur vendent en Reviens Léon? Pourquoi ces patrons de start-up, dont le patron de Blablacar, arrivent à vendre la France? Ils leur disent, la France, elle est dynamique, il y a un réseau pour les entrepreneurs, il y a des infrastructures qui sont bonnes, et il y a un bon système éducatif, et ça compte. Donc on voit que même si les Français aiment bien râler, c'est ce qu'il dit le patron de Blablacar, même si les Français aiment bien râler, et ben la France, elle est attractive et elle a des atouts à mettre en avant. Et ça peut se traduire en chiffres. Alors je ne veux pas déflorer la présentation de Sylvie Montou, mais il y a eu 962 investissements étrangers recensés l'an dernier selon Business France. Elle développera tout à l'heure, je pense. Et donc, pour en parler avec nous, il y a ces trois intervenants ce matin qui vont nous aider à répondre aux questions que ça pose. Alors, comment elle se positionne la France? Quels sont les enjeux? Comment on fait mieux aussi? Comment on arrive à faire mieux que nos voisins? Et ben, pour nous aider à répondre, il y a tous ces intervenants. Et donc, on va commencer par Sylvie Montou de Business France qui a tous les chiffres. Alors, ces chiffres récents de Business France, c'est 962 investissements l'an dernier. Il faut les lire comment? C'est des bons chiffres ou c'est des mauvais chiffres? Bonjour à toutes et à tous déjà. Donc rapidement, alors c'est forcément des bons chiffres. Hein. Rapidement. C'est en baisse. C'est en baisse, oui, mais je développerai. Donc il faut rappeler que Business France, c'est une agence nationale qui est issue de la fusion de deux agences, l'agence Export et Investissement, et qui a pour objet de favoriser l'internationalisation de l'économie française. Donc quand on parle d'internationalisation de l'économie française, cette agence a pour objet d'aider les entreprises à exporter, d'attirer les investisseurs étrangers en France et de promouvoir l'image économique et l'attractivité économique de la France à l'étranger. Voilà nos missions, nos trois principales missions. Donc, inévitablement, nous sommes une agence nationale qui dépend donc du ministère de l'économie et du ministère des Affaires étrangères, et nous avons une position positive à l'égard de l'attractivité de la France, que je vais vous démontrer, et également une position théorique positive également à l'encontre de ce que contribuent, ce que nous apportent les investisseurs étrangers au territoire français. Alors, voilà, donc ça c'est une des principales slides introductives. Il faut savoir qu'il y a de nombreuses études et rapports que vous pouvez analyser qui démontrent qu'une firme multinationale, c'est-à-dire qu'une firme qui s'internationalise, qui à un moment donné décide soit d'exporter, soit de s'implanter à l'étranger, va être plus performante que les firmes qui restent sur leur territoire. Qu'est-ce qu'on entend par plus performance? C'est-à-dire qu'elles vont créer plus d'emplois, elles vont créer plus de chiffres d'affaires, elles vont proposer des salaires plus élevés et elles vont avoir un niveau de productivité plus important. Donc dans un contexte où la mondialisation, où les pays sont de plus en plus en concurrence, on voit que chaque territoire, chaque pays veut attirer des investisseurs étrangers parce qu'ils vont contribuer à la croissance économique de leur territoire et de leur pays respectifs. Ils vont créer des emplois. Si on prend la France, 12% des emplois, de l'ensemble des emplois sont créés par des filiales sous contrôle étranger,
32% des exportations sont réalisées par des filiales sous contrôle étranger, 28% des dépenses de la R&D sont réalisées par des entreprises sous contrôle étranger. Donc on voit que ces entreprises contribuent au développement économique de nos territoires. Le deuxième point qui est important, c'est qu'il y a une relation entre l'investissement et le commerce, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet de substitution. Une entreprise, elle n'exporte pas ou elle n'investit pas, à un moment donné, elle fera les deux. Et ce que l'on observe également, et ce qu'on arrive à faire avec nos données chez Business France, c'est que lorsqu'on croise, mais je pense que Farid en parlera également, lorsqu'on croise l'investissement et le commerce, on se rend compte que les entreprises étrangères qui sont implantées en France sont également les entreprises qui sont les plus performantes à l'exportation. Donc là également, on voit bien qu'il y a un intérêt pour un territoire à attirer des investisseurs étrangers parce que non seulement ils vont créer de l'emploi sur notre territoire, mais ils vont contribuer à améliorer la compétitivité de notre pays. Alors, slide suivante. Donc, pour revenir sur le chiffre, donc effectivement, c'est un chiffre qui en légère baisse. L'année dernière, on avait 1014 décisions d'investissement, on a 962 décisions d'investissement étrangers cette année. On avait moins d'emplois créés par ces décisions d'investissement. Business France, c'est une agence qui est née d'une fusion qui a été décidée par le président de la République au moment du Conseil stratégique de l'attractivité de 2014 et qui est née en 2015. Mais les deux agences, Export et Invest, existaient déjà. Et la mission Invest avait déjà, depuis plus d'une dizaine d'années, l'idée d'attirer l'investisseur étranger. Pourquoi est-ce qu'on veut attirer l'investisseur étranger? Parce qu'on veut qu'il s'implante sur notre territoire, qu'il y ait des transferts technologiques, donc une appropriation également technologique par ces entreprises qui sont plus performantes parce qu'elles sont déjà à un niveau de maturité suffisante qui leur permettent de s'internationaliser et qu'elles vont créer des emplois. Et donc, non seulement des emplois, mais également qu'elles vont développer de la technologie et de l'innovation. Et donc, en termes de création d'emplois, on a effectivement une augmentation des emplois par rapport à l'année dernière. On a donc finalement, nous, ce qu'on mesure, ce ne sont pas les flux d'investissement direct étrangers comme vous pouvez les entendre par la balance des paiements, la Banque de France. Ce qu'on mesure, c'est le fait qu'une entreprise, à un moment donné, décide d'investir en France, de s'implanter en France et de créer des emplois. Donc, ce qu'on regarde, c'est vraiment l'impact de cette entreprise sur l'économie réelle, sur l'emploi. Donc, on a plusieurs typologies d'emplois que vous voyez en bas, les créations, les extensions et les reprises. Donc, les créations, vous prenez Siemens, par exemple, qui, il y a plus de 160 ans, a décidé de s'implanter en France pour la première fois. Donc, elle vient avec ses capitaux et elle s'implante, elle construit une usine en France. Puis, pendant son parcours, elle va développer des sites industriels, elle va développer des centres de R&D, et c'est ce que l'on prend en compte dans les extensions, les décisions d'investissement. Donc, ce sont des entreprises qui sont déjà implantées en France et qui vont se développer. Et vous avez ce qu'on appelle, nous, les reprises de sites en difficulté, puisque tout est lié à l'emploi. Lorsqu'une entreprise étrangère décide d'acheter une entreprise qui est en difficulté, on va la comptabiliser et on comptabilisera l'emploi maintenu. Donc, dans l'emploi tel que vous l'avez au total, qui est de 33 682, on distingue l'emploi qui est purement créé par la création donc, de nouveaux emplois, une entreprise qui s'implante et qui va recruter de nouveaux emplois, mais elle a également, et on prend en compte également les emplois qui sont maintenus, qui sont dans les reprises. Ici, vous avez 92 projets avec 13 000 emplois maintenus, qui sont en fait des emplois qui ne sont pas des emplois supplémentaires, mais qui sont des emplois qui auraient été perdus et qui ont été finalement sauvegardés par les reprises d'entreprises en difficulté par des filiales étrangères. On va continuer. La bonne nouvelle sur les projets d'investissement, c'est notamment la progression des QG. Souvent, on nous explique qu'en France, on n'est pas très attractif, et effectivement, il y a beaucoup de French bashing. Et depuis quelques années, quand on regarde la presse internationale, on a une vision beaucoup plus positive de la France. Je reviendrai après sur les principaux déterminants et ce qui explique l'amélioration de l'image de la France à l'étranger. Les quartiers généraux sont très importants. En même temps, il faut faire attention sur la définition d'un quartier général, parce que maintenant, avec la mondialisation, on a une fragmentation également du processus décisionnel. C'est-à-dire qu'il n'existe plus un centre de décision unique, un quartier général unique pour une firme multinationale. Les directions marketing, les directions financières, les directions stratégiques, finalement, vont s'implanter dans des localisations différentes. Est-ce qu'on peut peut-être expliquer pourquoi c'est important d'avoir un centre de décision qui est basé en France? Parce que ce centre de décision va permettre de créer des emplois qualifiés et va permettre également
de concentrer et de coordonner sur l'ensemble du territoire et d'attirer de nouvelles activités. Quand vous avez un centre de décision qui va s'implanter en France, eh ben, il va permettre d'attirer des sites de production, d'attirer des centres de R&D. Vous avez ici quelques exemples. Alors, je ne serai pas exhaustive parce que je n'ai pas énormément de temps, mais si vous prenez Siemens par exemple, Siemens a installé son siège mondial uniquement sur les activités de métro automatique à Toulouse. Donc on voit bien, et le présente bien comme un centre de décision mondial sur ce type d'activité. On prend également, on va prendre JFrog, qui est une entreprise israélo-américaine qui va produire en fait des logiciels et qui a implanté son siège Europe à Toulouse. D'accord ? Donc on a des centres de décision qui peuvent être des centres de R&D, Europe, qui peuvent être également des centres de production, où là la production et le centre et les QG, les quartiers généraux logistiques, vont permettre de coordonner l'ensemble des activités, non seulement pour la France, mais en dehors de la France, en Europe et dans le monde. Et donc effectivement, on a une forte progression de ces quartiers généraux. Les principaux investisseurs dans ces quartiers généraux sont les États-Unis, la Chine et le Japon. Si on passe à la slide suivante, la France est une économie attractive. Alors quand on parle du fait que la France serait une économie qui ne serait pas attractive ou qui serait une économie qui ne serait pas ouverte, c'est faux. La France est dans le processus de mondialisation depuis maintenant plusieurs décennies. Lorsqu'on regarde par exemple le positionnement de la France en termes d'accueil des flux d'investissement direct étrangers, on est dans le top 10. Quand on regarde le positionnement de la France en termes d'accueil du stock, c'est-à-dire quand on parle du stock, c'est vraiment l'ensemble des capitaux étrangers dans un territoire. On est la 7e économie mondiale. On est une économie ouverte. Et lorsqu'on regarde sur l'attractivité en termes d'innovation, on a clairement, et notamment avec la French Tech, avec un ensemble de dispositifs tels que le crédit d'impôt recherche, qui a un traitement fiscal qui est particulièrement avantageux, lorsque les écoles d'ingénieurs, les docteurs, etc. sont reconnus et permettent d'attirer des activités innovantes. Vous avez certainement dû entendre dans la presse, parce qu'il y a eu énormément d'articles ces derniers temps, sur Facebook qui a installé son premier, en dehors des États-Unis, son premier centre de recherche artificielle, d'intelligence artificielle en dehors des États-Unis, il l'a implanté à Paris. Intel qui a annoncé plusieurs millions d'euros pour développer également son 7e centre de R&D en France. Vous avez énormément d'ailleurs alors là ce sont des témoignages. Je trouvais ça intéressant parce que ce n'est pas juste l'agence nationale qui est là pour promouvoir l'image économique, et vous allez me dire, je suis là pour dire que les bonnes nouvelles, voilà, pour faire de la pub. Vous avez des CEO qui, eux, vont promouvoir eux-mêmes la France. Vous prenez Cisco, le CEO de Cisco qui dit « Je parie sur la France, elle est en train de basculer, il est temps d'investir, j'ai l'impression de voir la Silicon Valley en France ». Vous prenez le CEO de Alcatel-Lucent, les ingénieurs français ont une vraie capacité à innover, à trouver des réponses aux problèmes compliqués. Merlot, qui est le directeur général Thierry Merlot pour l'Europe du groupe américain Accel, qui développe une capacité d'innovation, qui dit la France, ses infrastructures de qualité, son énergie compétitive sont également des atouts, et puis l'impôt sur les sociétés en France est inférieur à celui des États-Unis. Voilà, donc un ensemble de témoignages qui démontrent, si on devait le rappeler, l'attractivité et l'innovation, sans compter les prix Nobel, etc., les brevets de la France. On peut passer à la slide suivante, que j'ai abordé rapidement en signalant qu'effectivement en France, on a une part des projets d'investissement qui sont importants. Ce qui est intéressant dans notre base de données, la manière dont nous recensons les projets, c'est que lorsqu'on regarde les investisseurs étrangers et lorsqu'on analyse les caractéristiques des investisseurs étrangers, on regarde quel type d'activité ils vont développer en France. C'est-à-dire quand ils viennent s'implanter, est-ce qu'ils vont implanter un site de production, est-ce qu'ils vont implanter de la R&D, de la logistique, des services, etc. Et en termes de R&D, on a une part qui est suffisamment élevée, qui représente 9% de l'ensemble des projets de R&D. Donc il faut continuer, puisqu'on a un écosystème qui est favorable, donc il faut continuer à les accueillir, sachant que, vous voyez bien, c'est la même chose que pour les centres de décision, puisque je
je rebondis sur votre question, c'est que les centres, la R&D, c'est clairement des activités intensives en valeur ajoutée. Il y a forcément donc un emploi, il y a une création d'emplois qualifiés très importante, et il y a des synergies aussi. Il y a beaucoup de partenariats qui s'établissent entre la recherche publique et privée, et le fait de pouvoir attirer ces activités à forte valeur ajoutée représente un véritable enjeu pour nous en termes d'emploi, en termes de valeur ajoutée, de création de richesse sur notre territoire. Alors, la slide suivante. Oui, alors, j'ai beaucoup parlé des capitaux étrangers. C'est vrai qu'on n'est pas des spécialistes sur les talents, mais l'attractivité se définit par la capacité pour une économie non seulement à attirer, mais à retenir à la fois des capitaux et des talents. Sur les talents étrangers, on a souvent ce qui est mis en évidence dans les classements internationaux, c'est que la France est une économie qui est attractive, mais qui présente de nombreux irritants sur certaines thématiques telles que la fiscalité, etc. La fiscalité, le coût du travail. Et donc, notamment, la fiscalité peut jouer et peut avoir un impact négatif sur l'attractivité des talents, puisque les salariés impatriés pourraient avoir un régime fiscal qui serait moins avantageux en France que dans d'autres pays étrangers. Ils craignent de payer trop d'impôts, en clair. Voilà, c'est ça. Alors, ils craignent de payer trop d'impôts, mais en même temps, certains savent qu'ils payent trop d'impôts, mais qu'ils ne vont pas payer d'école privée, qui vont accéder à une qualité des infrastructures de transport de qualité, qui vont également accéder à des infrastructures de santé de qualité. Et donc, du coup, il y a effectivement un équilibre à trouver pour les salariés. Alors, juste 2-3 chiffres que je vais rappeler. Il faut rappeler que la France est la première économie dans les pays de l'OCDE pour l'accueil des étudiants étrangers de recherche de haut niveau, c'est-à-dire que parmi les doctorants, donc ceux qui suivent des programmes de recherche longs, 42% sont d'origine étrangère. C'est le taux le plus élevé parmi les pays de l'OCDE. La France est la troisième économie en termes d'accueil des étudiants étrangers, en termes de mobilité internationale au niveau mondial, après les États-Unis et l'Australie. Et un point qui est important, c'est qu'on est quand même dans un environnement où vous voyez bien depuis 2-3 ans, peut-être même davantage, l'attractivité est devenue non seulement un enjeu économique, mais un enjeu politique. C'est-à-dire que tout le monde s'approprie cette notion et il y a effectivement un ensemble d'efforts qui est fait pour améliorer la compétitivité de l'économie française avec le crédit impôt compétitivité emploi notamment qui a permis de réduire le coût du travail. Ça a été démontré par l'INSEE. Il y a un ensemble de lois qui est très récente qui va permettre de favoriser et de permettre aux étudiants étrangers de rester sur le territoire et d'accéder à l'emploi, mais permettre également d'attirer les talents étrangers, les personnes qui ont des compétences, qui ont des capitaux et qui veulent développer des entreprises, qui veulent développer des start-up également sur notre territoire. La dernière slide, et pour conclure, c'est bon, j'ai encore le temps, oui, c'est bon. Ce qui est important effectivement de savoir quand on parle d'attractivité, c'est qu'on voit bien qu'on a des indicateurs macroéconomiques qui permettent de définir. C'est-à-dire que quand vous voulez mesurer le fait qu'une économie soit ouverte ou pas, vous allez par exemple regarder si elle accueille beaucoup d'investissements étrangers. Mais vous n'allez pas regarder qu'un indicateur. Aucun indicateur ne va définir l'attractivité ou pas d'une économie. Vous devez en prendre plusieurs. Vous devez prendre le stock, vous devez prendre en compte le nombre de projets d'investissement, vous devez prendre en compte le nombre d'emplois créés par les entreprises étrangères, vous devez prendre en compte le nombre de talents étrangers sur le territoire, etc. etc. Et souvent, effectivement, il y a parfois un décalage, et souvent pour la France, pour étudier de nombreux rapports internationaux, entre la perception que l'on a de la France et du fait que ce soit une économie ouverte et la réalité économique. Je prends un seul exemple. Quand vous posez, il y a une des questions du Global Competitiveness Report qui est fait par le WEF. Et l'une des questions, c'est... World Economic Forum de Davos. De Davos, oui, voilà. L'une des questions est, est-ce que la France est une économie productive? Donc, est-ce que la force de travail française est efficiente et productive? Sur 180 pays, si ma mémoire est bonne, on est dans les 72e rang, etc. Quand on prend la mesure de la productivité, qui est la richesse créée par un employé en une heure donnée, on est la 7e économie mondiale. Donc on voit bien que parfois, en prenant certains indicateurs, donc je ne dirais pas que nous n'avons pas de défauts et qu'il ne faut pas développer et continuer à réformer pour libéraliser peut-être davantage et surtout mettre en avant notre système économique, mais il y a clairement un décalage entre la perception et la réalité économique.
Et c'est la raison pour laquelle, à la demande du président de la République, Business France met en avant une campagne qu'on appelle Creative France, et qui est une campagne en fait, qui se déroule uniquement à l'étranger et qui a pour objet de montrer que la France est une économie innovante, c'est une puissance industrielle. Et comment est-ce qu'on le fait? On ne le fait pas simplement en affirmant c'est fait. On le fait en utilisant des indicateurs économiques qui démontrent en fait l'innovation et l'économie, l'attractivité de la France, mais on le fait également en s'appuyant sur des innovations technologiques, comme par exemple le robot Rosa, qui est en fait un robot qui permet en fait, qui est l'un des premiers robots qui va permettre une intervention chirurgicale qui est mis en avant. Vous avez aussi des égéries, donc avec le prix Nobel de mathématiques, vous avez des égéries, il y a notamment dans la gastronomie, dans le design, etc. Donc ici l'idée, c'est de montrer que la France dispose de talents, il y a des prix Nobel, on a des médailles Fields, et que la France ne doit pas simplement être connue dans le monde pour le luxe, pour le vin et le fromage. Voilà. Merci pour votre attention. Merci Sylvie Monteau. Je rappelle que vous pouvez réfléchir à des questions. On va essayer de garder pas mal de temps à la fin pour les poser. Vous pouvez aussi les poser sur Twitter. C'est #Preco16, PRECO16. Voilà. Je vais donner la parole maintenant à Farid Toubal, qui est professeur à l'ENS Cachan. Vous nous expliquez un peu que l'attractivité, ça ne profite pas forcément à tout le monde, en fait. C'est un peu plus compliqué que ça. Bien sûr, je résume en une phrase ce que vous allez nous dire en 10 minutes. Donc les résultats de l'analyse vont être disponibles dans très peu de temps. C'est une analyse qui est faite pour le Conseil d'analyse économique. Vous savez que le Conseil est placé auprès du Premier ministre, et donc ce sont toute une série d'études généralement indépendantes sur des questions propres à l'économie. C'est une question qui nous a été posée à Alain et moi, Alain Tranois, qui est à Aix-Marseille, sur cette attractivité. Et la première réponse, pour paraphraser Alain, la première réponse qu'on a formulée, c'est pour rendre la France attractive, il faut que la France soit aussi attractive aux yeux des Français. Donc c'est la première chose qu'il faut retenir. Si vous êtes attractif auprès des Français, vous serez attractif aussi auprès de l'étranger. Donc ça, c'est l'une des... C'est un peu... bizarre de le dire comme ça, mais c'est une des premières recommandations qu'on pourrait faire quelque part. Donc je vais revenir un peu sur ce que Sylvie nous disait tout à l'heure. Savoir l'attractivité d'un pays, c'est reconnaître le fait qu'il attire beaucoup de migrants très qualifiés, des entreprises très productives, etc. Donc le critère que l'on a retenu, c'est vraiment cette localisation des centres de décision. Et le problème qu'on a lorsqu'on retient ce type de critères, c'est de savoir ce que c'est également un centre de décision. Sylvie l'a mentionné tout à l'heure, au début, il y a très très longtemps, une entreprise c'était une entité, puis deux entités, il y avait un centre de décision, puis une unité de production, puis après c'était trois entités, il y avait un centre de décision, une unité de production, puis plein de services tout à côté, et puis aujourd'hui en fait tout est fragmenté, on a des entreprises qui sont localisées dans différents pays, qui ont des multitudes d'activités. Je vais prendre l'exemple cinglant de Airbus. Airbus, son siège social est à Leiden, donc dans le West-Nederland. Airbus, il fait son résultat opérationnel le plus gros. C'est en 2012, notre étude s'arrête en 2012 pour des raisons de données. Donc le résultat opérationnel est d'à peu près 60 milliards d'euros, fait à Leiden. Mais Airbus, le centre opérationnel d'Airbus est à Blagnac. Donc on a un centre opérationnel à Blagnac, et si vous portez sur le site d'Airbus, vous verrez que le centre de décision est à Blagnac, mais le siège social est à Leiden. Donc on a une multitude d'entreprises, et ce n'est pas le cas que des entreprises franco-allemandes espagnoles, c'est une multitude d'entreprises qui ont scindé leurs activités en une multitude de fonctions. Et ces fonctions sont localisées dans différents pays, ça peut être les Pays-Bas, la Belgique, l'Irlande, la Chine, les États-Unis, etc. Donc le critère qu'on retient, ça va être un critère assez strict pour est-ce que je peux passer au slide suivant, s'il vous plaît? Le critère qu'on retient, c'est un critère assez conventionnel. On retient un critère d'actionnariat, donc je détiens une entreprise. Cette entreprise, ce centre de décision va être détenu par quelqu'un qui est étranger, par un pays étranger, et puis ce centre de décision fait partie d'un ensemble de filiales d'un siège social. Donc finalement, Airbus est une entreprise localisée, le siège social est à Leiden, aux Pays-Bas, et puis le centre de décision d'Airbus est bien localisé en France. Alors pourquoi on s'intéresse à ces centres de décision?
pour une multitude de raisons. Le slide suivant, s'il vous plaît. Pour une multitude de raisons. La première des raisons, je pense que, et c'est une raison extrêmement importante, c'est que ces centres de décision ont des effets positifs sur les économies. La localisation propre à ces centres de décision ont des effets positifs. Il y a la création d'un écosystème local avec une multitude de services qui vont se développer autour du centre de décision, donc des emplois induits. Il va y avoir création d'un réseau. Vous pouvez penser, on pense souvent à un réseau infrastructure routière, mais le réseau c'est aussi des infrastructures académiques, donc un réseau d'universités, d'écoles pour former les talents. Et puis aussi, ça va générer de la consommation, parce que dans ces centres de décision, vous avez généralement un type de travailleurs qui sont les travailleurs les plus qualifiés, et donc ceux qui touchent les plus hauts salaires. On a quantifié un peu ces emplois induits du fait de la localisation d'un seul travailleur qualifié. Alors vous prenez un travailleur qualifié, et vous nous demandez qu'est-ce que le travailleur qualifié génère en termes d'emplois non qualifiés. Eh bien, si vous localisez sur votre territoire, notamment la France, un travailleur en plus qui sera très qualifié, vous générez 2,5 emplois non qualifiés de plus. Donc la localisation d'un travailleur qualifié, c'est 2,5 emplois non qualifiés en plus. Donc en générant des emplois qualifiés, vous allez créer de l'emploi sur le territoire français. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir tous ces centres de décision. Et on ne va pas se voiler la face, hein, il y a une énorme aujourd'hui, une très grande concurrence internationale pour attirer tous ces centres opérationnels, qu'ils soient des services financiers, des services de marketing, des services propres à l'activité des groupes internationaux. Il ne faut pas se cacher, quand vous avez des effets positifs, vous avez des effets négatifs également. Donc, quand vous êtes économiste, il ne faut pas regarder que les effets positifs, il faut aussi s'attacher à ce que ça coûte d'avoir des centres de décision sur votre territoire. Et ça peut coûter. Ça coûte parce que plus vous localisez des centres de décision sur votre territoire, et plus le prix du foncier va augmenter. Donc il n'est pas étonnant que Paris se situe dans la tranche haute des loyers les plus élevés en Europe, mais aussi dans le monde. Plus vous allez localiser des centres de décision sur votre territoire, plus vous allez avoir de coûts de congestion liés à cette localisation. Il faut bien que ces travailleurs qualifiés se déplacent de leur lieu de résidence au lieu où se situe ce centre de décision. Donc finalement, ça entraîne des coûts de congestion. Et il y a embouteillages, quoi. Comment ? Des embouteillages. Des embouteillages, on va les dire comme ça, des gros embouteillages. Et c'est la raison pour laquelle nous étions presque en retard ce matin. Donc il y a des effets positifs, mais il y a toute une série d'effets qui peuvent être également négatifs. La difficulté, c'est de mesurer l'effet net, c'est-à-dire est-ce qu'on peut quantifier les effets positifs et les effets négatifs? Alors la littérature économique s'accorde à dire que les effets sont plutôt positifs dans leurs ensembles. Ici, c'est une analyse qui est assez unique, parce que c'est la première fois qu'on regarde en fait la localisation d'un nombre considérable de centres de décision dans toute l'Europe. Donc on part d'une base de données qui a à peu près 300 000 centres de décision localisés dans toute l'Europe. Et c'est la première fois qu'on fait ça. D'accord ? Donc on a les données réelles, ce ne sont pas des données de projet, et vous allez voir que les résultats vont concorder un peu avec ce que Sylvie nous disait tout à l'heure. Ce sont des données propres à la localisation. Nous connaissons la localisation des centres de décision en Europe, il y en a près de 300 000, et puis on les a en dynamique. Donc je vais vous montrer des courbes, je vais vous montrer des tableaux. D'accord ? On va passer à ces tableaux et ces courbes. Alors, ce qu'on voit ici, sur ce tableau, pour ceux qui sont au fond, peut-être qu'on le voit moins bien, mais ce que je peux vous dire, c'est que la France va reculer au cours du temps. Donc l'analyse commence en 1980, elle s'arrête en 2012. La France recule au cours du temps, et si quelqu'un recule, c'est que quelqu'un y gagne. Si vous perdez des parts de marché, c'est que quelqu'un en gagne, finalement. Ça veut dire qu'elle a moins, la France aujourd'hui a moins de centres de décision, finalement. La France, en proportion, attire de moins en moins de centres de décision. D'accord ? Alors, est-ce que c'est le bon critère ? Le nombre de centres de décision ? Peut-être. Peut-être pas. Peut-être qu'il faut aussi regarder du côté de l'actif, ce qui est créé de manière réelle. L'actif créé lorsqu'il y a création d'un centre de décision. Et ce qu'on regarde, ce qu'on voit dans ce tableau, c'est que la France recule également en termes d'actifs créés sur son territoire. Donc elle était en première position en 1980 en termes de nombre de centres de décision créés sur son territoire. Elle arrive en 4e position en 2012, et en termes d'actifs, elle était en 4e position et elle recule à la 6e position en 2012. Et au profit de qui ? Au profit de l'Allemagne. Au profit de l'Allemagne. D'accord ?
Donc maintenant, je vais passer au transparent suivant. Peut-être une question piège avant. Est-ce qu'on peut imaginer que depuis 2012, depuis 4 ans, ça ait changé? Est-ce qu'on peut imaginer que la France a regagné des places et que ça s'est finalement amélioré, que la tendance s'est inversée? Je vais vous montrer ça dans un instant. On va s'arrêter en 2012, mais finalement, on peut faire des petites projections. La tendance, je peux vous le dire tout de suite, ne s'est pas inversée. On reste sur Spoiler alarme. Une tendance, mais il y a peut-être des choses à faire. Donc on va passer au transparent suivant. Qui est-ce qu'on attire? Alors ça, c'est quand même quelque chose qui est... Je vous montre le cas de la France, mais c'est quelque chose qui est assez unique chez nous. Nous, on va attirer finalement des entreprises qui sont des entreprises américaines. Ça concorde parfaitement avec la localisation des projets que nous montrait tout à l'heure Sylvie Montou. On attire des Américains. On va attirer aussi beaucoup de sièges sociaux qui sont localisés dans des pays à très bas taux de taxes. La Suisse, le Luxembourg, les Pays-Bas. Donc on va attirer des sièges sociaux. Le principal investisseur en France, ce sont les États-Unis. Et les autres investisseurs, ça va être la Suisse, les Pays-Bas et la Belgique. D'accord? Si on regarde la situation dans d'autres pays comme l'Allemagne, l'Allemagne attire non seulement des investisseurs qui viennent des États-Unis, mais aussi d'autres pays de l'OCDE, mais attire également beaucoup d'émergents, beaucoup d'investisseurs des pays émergents. D'accord? Si je regarde la position de la Chine, par exemple, la Chine investit prioritairement en Allemagne et puis ensuite en France. D'accord? Donc les pays émergents vont pas investir du premier coup en France. On a tout d'abord un investissement qui est un investissement des États-Unis, puis des pays, principalement des pays membres de l'OCDE. Je vais prendre le transparent suivant, s'il vous plaît. Alors, sur ce transparent, c'est écrit tout petit, mais on y voit quelque chose qui est assez fantastique. Ici, vous avez une décomposition des investissements. Alors, vous avez la barre rouge, l'histogramme, en fait, cette barre rouge, c'est la part pondérée, c'est l'actif. Hein, c'est l'actif qui est généré sur votre territoire. Et puis le bleu, c'est le nombre de centres de décision qui vont être créés. Sur l'axe l'axe vertical, vous avez le pourcentage créé. D'accord? Et ensuite, vous avez écrit en tout petit ici toutes les régions européennes. Donc on a beaucoup de régions européennes, et puis on a en pourcentage ce que ces régions attirent en termes de nombre de centres de décision et d'actifs. La note, on l'a intitulée « Paris et le désert français ». D'accord? Et si je regarde un peu la localisation de ces centres de décision, ce qu'on voit en France, on voit que la majorité des centres de décision et la grande part de l'actif est créée en Île-de-France. Elle est créée en Île-de-France et principalement dans le commerce de gros. D'accord? Et puis, le reste attire très très peu. Et il y a des pays qui sont extrêmement concentrés comme ça. On voit, les Pays-Bas sont un pays qui est extrêmement concentré. Leiden fait partie du West-Nederland, un peu de géographie. Et puis on a le Royaume-Uni qui est extrêmement concentré également. On a une concentration des activités des centres de décision qui sont principalement dans la région de Londres. Donc on a des pays qui sont extrêmement concentrés, qui attirent énormément de centres d'investissement, de centres de décision et beaucoup d'actifs. La France, le Pays-Bas et le Royaume-Uni. Puis on a des pays qui sont beaucoup plus dispersés. L'Allemagne, on voit qu'en Allemagne, on a une dispersion des activités dans tous les États allemands. La Belgique, c'est pareil, et puis l'Espagne, c'est également similaire. Ce qu'on voit également, c'est que l'Île-de-France, elle n'a pas à rougir. Finalement, l'Île-de-France attire beaucoup de centres de décision. D'accord? Ça reste quand même une région en Europe qui attire énormément de centres de décision. La région principale restant, en termes d'actifs, le West-Nederland et puis Londres. Je vais prendre le transparent. Alors, ça veut dire quoi ces courbes? Ici, sur ces courbes, je vais demander juste, c'est pas trop difficile, ce sont en fait la part du nombre de centres de décision et leur évolution dans le temps. D'accord? On a l'évolution dans le temps du nombre de centres de décision. De 1980 à 2010. Et puis, j'ai pris les principales régions européennes. Donc, on a Londres, l'Île-de-France, la Flandre et Bruxelles. Ce qui est important de signaler, c'est qu'en fait, on a un pays qui, à partir de la création de l'euro, attire de moins en moins. Vous voyez? Ce pays, enfin, pas pays, mais cette région, c'est Londres. Elle attire de moins en moins de centres de décision.
Et puis, on a une Île-de-France qui se stabilise à partir de la moitié des années 90. Et puis, le trend, on pourrait le calculer à partir de ça. On voit bien que le trend, il n'est pas évident, mais ça va stagner. Ça stagne. Okay, si on calcule la tendance, l'Île-de-France stagne en tendance. Ce qu'on voit de manière fantastique, peut-être que vous le voyez moins en bas, tout au fond, mais ce qu'on voit, c'est un accroissement de l'attractivité d'une région particulière, c'est celle de Bruxelles-Capitale. Okay, donc Bruxelles-Capitale attire de plus en plus de centres de décision en termes de nombre de centres de décision créés. Donc on a une stabilité relative de l'Île-de-France à partir de la seconde moitié des années 2000. Un petit exercice. Oh non. Ah si, un tout petit exercice. Qu'est-ce qu'il faut pour attirer des centres de décision? Pour attirer des centres de décision, peut-être qu'il faut parler la même langue que celle qui est pratiquée par le pays voisin. Et puis peut-être qu'il faut avoir la même culture du business. D'accord? Donc si c'est les Américains, ben, il vaut mieux parler l'anglais et puis avoir cette même culture du business avec les États-Unis. Donc c'est des choses qui sont propres à la France, à l'Île-de-France et aux États-Unis. Peut-être qu'il faut aussi avoir une spécialisation qui est très bonne, attirer les bons pays, mais aussi avoir une spécialisation sectorielle qui est dynamique, avoir des secteurs dynamiques, attirer dans des secteurs dynamiques pour que les effets induits en emploi soient encore plus grands. Si on laisse de côté ces effets, les effets culturels, les effets sectoriels, voici ce qu'on décompose la part de marché de la localisation des centres de décision, voici ce que l'on trouve. Ce qu'on voit, c'est que la France, ou l'Île-de-France, pardon, performe très bien sur la fin de période. On attire, lorsqu'on laisse de côté ces spécialisations sectorielles, et puis le fait qu'on attire des pays comme les États-Unis, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse, on voit que la spécialisation reste quand même très très bonne. Ce que cela veut nous dire, c'est que peut-être que notre performance moyenne en termes d'attraction est due par une spécialisation qui n'est pas la bonne, le commerce de gros. Alors ça veut pas, il ne faut pas tirer à boulet rouge sur le commerce de gros, sur ces secteurs, mais il faut le rendre plus dynamique. Et puis aussi le fait que, n'oubliez pas, la France n'attire pas les pays émergents, qui sont des pays qui sont extrêmement dynamiques, mais aussi très volatiles. Donc il y a la double face. Vous attirez des pays qui sont très dynamiques, qui vont créer beaucoup d'emplois sur votre territoire, mais l'autre face de cela, ça va être des pays qui sont extrêmement volatiles. Lorsque ça se passe mal dans un pays émergent, vous allez le ressentir d'autant plus. La Chine l'été dernier. Comme la Chine l'été dernier, exactement. Un ralentissement chinois se fait sentir également sur tous les pays dans lesquels ils investissent. Donc ça, c'est le côté pile et le côté face de l'attraction d'un centre de décision. Au terme d'une analyse très très poussée, voici ce qui en résulte. Il y a des questions peut-être? Ok. Voici ce qui en résulte. Je vous ai simplement mis le résumé de ce qu'on voit dans nos données sur cette attractivité relative. On voit qu'en fait, ce qui joue de façon positive, c'est la France restera attractive parce que sa taille de marché est très grande. La France est un très grand pays. C'est un très grand pays qui est central, géographiquement. On a une position centrale, géographiquement, on est géographiquement très très bien placé dans l'Europe. C'est un pays où on a beaucoup de talents qui ont été rappelés tout à l'heure, avec énormément de capital humain. Vous êtes devant moi, je vois énormément d'étudiants. C'est la force finale de la France. Beaucoup d'étudiants très spécialisés. D'accord ? Donc un capital humain régional qui est très développé. Alors en France, ça se fait dans plusieurs régions, même si on voit que ces centres de décision vont se localiser principalement en Île-de-France. D'accord ? Ce qu'on voit également, c'est que ceux qui attirent le plus, ce sont ceux qui sont les plus performants en termes d'infrastructures aéroportuaires. Ça, c'est la clé du début du succès pour l'attractivité d'un territoire. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la France, en fait, dans nos données, c'est celle qui performe le mieux avec les aéroports de Paris. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire encore plus. On performe le mieux en termes de passagers qu'on transporte d'un pays à l'autre, mais on peut faire encore mieux en termes de qualité de l'infrastructure. D'accord ? Et puis, ce qu'on voit également, c'est que ce qui attire les centres de décision, c'est la qualité du gouvernement. La qualité du gouvernement, c'est sa taille, c'est la façon dont il va réformer un marché. D'accord ?
Les effets négatifs, ce qui va être un facteur qui va empêcher ces centres de décision de se localiser chez vous, bizarrement, ce ne sont pas l'IS, l'impôt sur les sociétés. Mais n'oubliez pas, on ne parle pas de sièges sociaux ici, on parle de centres de décision. D'accord ? Le but n'étant pas d'attirer des sièges sociaux, mais le but étant d'attirer des centres de décision, ces centres opérationnels. Les sièges sociaux répondent à l'IS. Il ne faut pas se voiler la face, vous aurez beaucoup plus de sièges sociaux dans nos études en Suisse et en Irlande qu'en France, clairement. Mais lorsqu'on parle de centres de décision, ce facteur d'impôt sur les sociétés joue moins. Et ce qui joue beaucoup plus sur l'attractivité de ces centres, c'est l'impôt sur le revenu. Et généralement, la fiscalité sur les hauts revenus. Les hauts revenus sont très très mobiles. Ce sont des personnes qui sont très mobiles. Les travailleurs qualifiés, vous le verrez plus tard, les travailleurs qualifiés, d'ailleurs il y a beaucoup de conférences dans le printemps de l'économie sur la migration. Et vous voyez bien que les plus qualifiés, c'est ceux qui migrent. On appelle ça le brain drain. Et vous migrez aussi parce que les impôts sur le revenu sont très élevés. Donc il y a des facteurs comme ça qui sont des facteurs de répulsion, des facteurs négatifs, des facteurs qui jouent à l'encontre de l'attractivité sur le territoire. Il y a un autre facteur qu'on a découvert au cours de cette note, c'est la volatilité. Le fait de changer constamment de politique fiscale. Le fait de changer constamment de politique fiscale est un facteur négatif sur l'attractivité. Et j'en terminerai ici. Je vous invite, ces 10 pages, dans un français très correct, avec des encadrés qui vous expliqueront beaucoup de choses. Je vous invite à aller lire cette note qui sera postée dans les semaines à venir sur le site du Conseil d'analyse économique. Merci. Merci Farid Toubal. On va passer à Vincent Rofast, qui est associé chez Ernst & Young. Donc Ernst & Young, en fait, c'est un cabinet qui publie tous les ans un baromètre de l'attractivité de la France. Ah, petit problème de micro. Non, c'est parce que j'ai pas fermé le mien. Hop. Ouais. Là. Alors. C'est pas la démocratie, ici on est voilà, un micro seulement. Donc Ernst & Young publie chaque année un baromètre de l'attractivité de la France. Dans le dernier, la France était 3e pour les destinations des investissements derrière l'Allemagne et le Royaume-Uni. Est-ce que vous allez pouvoir nous dire, le baromètre sort en mai, est-ce que vous allez pouvoir nous dire que la France reste 3e ou pas? Alors, je vais vous le dire. Pas tout de suite. Dites-nous. Bonjour à toutes et à tous. Peut-être juste un petit mot sur l'équipe dont je fais partie pour vous expliquer un peu d'où je parle avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, on travaille au sein de Ernst & Young, partie conseil, on a 2 types de clients. D'une part, on travaille pour les territoires, donc des pays, des régions, des villes, pour les aider à attirer des entreprises étrangères. Et d'autre part, on travaille pour les entreprises, pour les aider à choisir leur lieu d'implantation. Donc on a la vision, la connaissance des 2 facettes d'un même marché finalement. Et voilà. Et avec cette connaissance, on publie aussi des études qu'on appelle des baromètres de l'attractivité pour mesurer donc l'attractivité des différents territoires en Europe, mais on travaille sur l'Inde, sur le Brésil, sur la Chine pas encore, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Donc on travaille sur ce marché, et d'ailleurs je dois dire qu'on a beaucoup parlé de concurrence entre pays, et l'essentiel de nos clients territoires, c'est-à-dire pays, villes, régions, sont à l'étranger. Je travaille énormément pour le Maroc, l'Égypte, la Tunisie, le Gabon, le Togo, la Hongrie, la région de Madrid, etc., la Chine, enfin des régions en Chine, etc. Donc on a évidemment des clients en territoire en France, mais ce n'est pas le gros du marché chez nous, donc ça vous montre à quel point la concurrence est vive pour attirer des activités économiques d'investisseurs internationaux. Alors, on va peut-être passer à la slide suivante. Voilà. Donc les baromètres qu'on publie chaque année, les études qu'on publie chaque année, mesurent l'attractivité. Et on essaie de mesurer l'attractivité donc de 2 façons. On va regarder quelle est la réalité des implantations d'investisseurs étrangers en France. Donc combien de projets, combien d'emplois ça a créé, etc. Dans quel secteur d'activité, dans quelle région, vers quelle région se dirigent ces implantations, etc. Et puis on va confronter cette réalité, ces implantations, avec la perception qu'ont les investisseurs étrangers. Et c'est très intéressant le cas de la France parce qu'on observe depuis toujours un énorme fossé entre la réalité et la perception. Où on a une réalité qui est
Alors, il ne faut pas non plus se satisfaire de la réalité parce que, comme on va le voir, la tendance n'est pas forcément réjouissante, mais en tout cas, on a une réalité qui est plutôt bonne. Enfin, on fait partie des leaders de l'attractivité au plan européen. Et en revanche, on a une perception qui est problématique parce qu'on a du mal à se sortir d'une perception qui est relativement négative de la part des investisseurs étrangers, en particulier ceux qui ne sont pas encore implantés en France, donc ceux qui restent à convaincre. Ceux qui sont déjà implantés, en général, sont plutôt très satisfaits de leurs implantations et ont tendance à développer leurs activités une fois qu'ils sont déjà en France. Peut-être juste une question. On a beaucoup parlé de la fameuse taxe à 75% sur les très hauts revenus, qui avait été vue apparemment comme un mauvais signal par beaucoup d'investisseurs. Est-ce que ça fait partie de cette perception des investisseurs qui est mauvaise ? Bien sûr, ça en fait partie, même si vous le rappeliez tout à l'heure, le gros problème sur la fiscalité pour les entreprises, c'est pas tellement le niveau d'imposition, c'est que ça change tout le temps. Voilà. En France, ils ne supportent pas ça. Dans les autres pays, on connaît les règles du jeu, c'est à peu près stable, on sait comment ça va évoluer, etc. En France, on ne sait pas, ça peut changer voilà, du jour au lendemain. Il y a même des changements de réglementation fiscale qui sont rétroactifs. Alors ça fait vraiment fuir les investisseurs, c'est très très dommageable pour l'image. Donc voilà. Après, cette taxe à 75%, elle était relativement sans effet en fait pour les entreprises elles-mêmes, voilà. Mais il n'empêche que ça envoie des signaux qui sont très négatifs, bien entendu. Alors, je vais peut-être passer donc à la slide suivante. Alors voilà. Donc là, on le rappelait tout à l'heure, en fait, notre prochain baromètre sera publié au mois de mai. Donc je ne peux pas encore vous révéler les résultats pour l'année qui porte sur les implantations qui ont été effectivement effectuées en France sur l'année 2015. Va falloir attendre un petit peu, jusqu'au 23 mai. Mais ça vous donne la tendance. Donc on voit que globalement, on a une activité, une attractivité qui est en croissance. Quand on prend donc la tendance, on a eu quelques accidents de parcours qui étaient liés à la crise. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette tendance, elle est très étroitement liée au sort de l'attractivité européenne. C'est-à-dire que mécaniquement, quand on observe une croissance de l'investissement international vers l'Europe, la France en bénéficie. Tout l'enjeu, c'est dans quelle proportion je vais en bénéficier, et on observe qu'il y a certains pays, quand la croissance repart, quand la croissance mondiale repart, la croissance des investissements repart, certains pays arrivent à saisir cette chance et pour booster leur attractivité de façon très significative, et d'autres en bénéficient, mais dans une moindre mesure, ce qui est un petit peu le cas de la France. A l'inverse, quand il y a eu les crises financières, la précédente conférence l'a rappelé, la France a été un petit peu moins touchée. Donc elle résiste mieux au choc, mais a plus de mal à repartir quand une embellie s'annonce et se réalise. Voilà, donc on était à 608 projets d'après les projets qu'on a comptés l'année dernière. Les différences de projets qu'on peut avoir par rapport à Business France, c'est parce qu'on ne compte pas exactement de la même façon. On ne va pas compter les mêmes secteurs d'activité, on ne va pas compter de la même façon, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais en tout cas, la tendance est similaire à celle qu'observe Business France. Alors, slide suivante, s'il vous plaît. Donc ça, c'est les créations d'emplois, donc les emplois nouveaux, qui ont été créés par les implantations internationales effectuées en France. Et donc, on s'aperçoit ici qu'on a plutôt une réduction du nombre d'emplois créés par implantation, donc ce qui est dommage, évidemment. Et tout l'enjeu, donc, c'est de parvenir de faire levier sur ces implantations pour développer de l'emploi, créer de l'emploi de façon pérenne, etc. Voilà. Donc, notamment là-dessus, on se fait aussi pas mal distancer par nos concurrents. Alors, on va passer à la page suivante. Voilà. Donc ça, s'il y a peut-être une slide à retenir, c'est celle-là. Parce que ce qui compte, c'est pas tellement de savoir si on est en croissance, si on est dans le plus ou dans le moins. Bon, mieux vaut être dans le plus, bien évidemment. C'est la vitesse relative. C'est-à-dire que nous, on a une attractivité qui est en croissance, mais on est face à deux concurrents, qui sont l'Allemagne et le Royaume-Uni, qui sont en encore plus forte croissance que la France. Et notamment, dans le cas de l'Allemagne, l'Allemagne a vraiment l'Allemagne était quelque part une sorte de nain de l'attractivité il y a encore 10 ans, clairement devancée par la France.
et a réussi à consolider sa position et aujourd'hui vient clairement disputer le leadership, la place de leader au Royaume-Uni. Alors elle est bien évidemment passée devant la France au passage, hein, donc la France a perdu sa place de second. Moi quand j'ai commencé à travailler dans cette équipe, c'était comme une évidence, la France était deuxième chaque année. Et puis en réalité, plus les années passaient, puis on voyait l'Allemagne monter, la France aussi, mais l'Allemagne montait plus vite. C'est quand le passage de l'Allemagne devant la France? C'est en 2010. Voilà, 2010, voilà. D'accord. Voilà, c'est en 2010. Malheureusement, on a du mal, nous, à repartir, à redécoller pour réussir à se rapprocher de ce duo que sont l'Allemagne et le Royaume-Uni, qui ont des profils d'attractivité très différents. Mais voilà, donc cette année, je ne peux pas vous dire les chiffres, mais en tout cas, je ne pense pas que ce classement soit très différent. En tout cas, la France ne récupérera sans doute pas sa deuxième place, sauf très très grosse surprise, mais ça m'étonne. Voilà, donc des profils très différents. La France, une attractivité des bases solides, hein, notamment liées à la qualité des infrastructures, la qualité de sa main-d'œuvre. On a aussi des investisseurs qui rachètent beaucoup, c'est-à-dire qui réinvestissent. Une fois qu'ils s'implantent en France, ils étendent leurs activités. On a un taux d'extension d'activité qui est plus fort que dans les autres pays d'Europe, c'est-à-dire sur 100 investissements répertoriés en France, on en a un plus grand nombre qui sont le fait d'investisseurs déjà présents, qui réinvestissent, plus que dans les autres pays. Et par exemple, le Royaume-Uni a une attractivité qui est liée à son leadership total, et je dirais même le leadership presque de Londres, enfin de la région de Londres, qui est en gros la seule région d'Europe qui soit véritablement une région au leadership absolument mondial qui écrase toutes les autres régions, notamment sur les activités stratégiques. Alors que l'Allemagne, elle, a une attractivité, enfin, qui est beaucoup plus... un équilibre, enfin, une répartition régionale de son attractivité qui est beaucoup plus équilibrée, avec des landers qui sont puissants et qui a vraiment su capitaliser sur leur performance à l'export pour développer leur attractivité. Ça veut dire que, en fait, on a des grosses PME qu'on appelle des ETI, des établissements de taille intermédiaire en Allemagne, qui sont fortement exportateurs, sans parler des grosses entreprises. Et donc, ils arrivent en fait à drainer tout un réseau de sous-traitants étrangers qui viennent s'implanter chez eux, d'où leur performance, l'attractivité. Il y a une question, je crois, ici. Deux questions. Est-ce que, par exemple, par rapport à la concurrence entre le Royaume-Uni et l'Allemagne, une affaire comme les Panama Papers, ça peut nuire à leur attractivité, sachant que ça nuit au gouvernement à la vie en France? Alors je pense pas vraiment que... Bon, d'abord les Panama... Je suis pas du tout un expert, hein, j'ai regardé Cash Investigation comme tout le monde, mais ça s'arrête là. Très honnêtement, c'est quand même un sujet très médiatique, très mauvais pour l'image, mais je dirais plus pour l'image des gouvernements. Après, nous, on observe plutôt que c'est business as usual. En plus, on parle d'implantation physique ici, donc c'est pas du tout dans le monde des je me dissimule derrière une société écran ou quoi. On a des vrais gens qui travaillent soit à un bureau, soit une chaîne de production, soit dans un laboratoire, soit, enfin voilà, il y a des vrais gens qui travaillent. Donc je pense pas que c'est un impact sur cette attractivité très, très physique, plus en Allemagne, au Royaume-Uni qu'en France ou quoi. Ça m'étonnerait. Sinon, en France, on a quelque chose de plus concret, par exemple, les attentats. Allô? Par rapport aux attentats qu'il y a eu en France, enfin, l'attractivité, elle a dû diminuer fortement, non? Bah alors ça, c'est vraiment une très bonne question. On se la pose tous, hein. En fait, on n'observe pas de baisse de l'attractivité réelle, pour l'instant. Peut-être que ça arrivera, mais pour l'instant, on n'en observe pas. En revanche, ce que j'ai pas mis ici, mais qu'on a observé, donc on a une partie enquête de perception, et quand on demande quel est le niveau de satisfaction des investisseurs par rapport à l'attractivité de la France, on a une explosion du taux de satisfaction, mais hyper significative. Et franchement, on ne savait pas trop quoi faire de ce résultat. Ça paraît vraiment très étrange parce qu'on a un bond de, je sais pas moi, 25 points par rapport aux années précédentes.
L'enquête a été faite, donc évidemment après le 13 novembre. Et en fait, on a échangé avec l'Institut de sondage qui fait l'enquête pour nous, etc. On a pas mal brainstormé et on ne trouve pas d'autre explication qu'une forme de solidarité qui dit, voilà, c'est vrai qu'on tape beaucoup sur la France, mais quand la France est en danger, comme ce qui a été le cas le 13 novembre, ça nous rappelle quand même que ça reste un pays qui est un pays aux normes internationales, dans lequel on peut facilement produire, non seulement, je ne parle pas de l'industrie seulement, mais aussi de services, où on a une qualité de main-d'œuvre qui fait largement concurrence à nos voisins européens. Voilà, on a une terre véritablement attractive et du coup on voit un regain de satisfaction des investisseurs à l'égard de la France quand la France est véritablement en danger et une vraie solidarité, presque un plébiscite quelque part. Donc voilà. Alors, désolée de vous presser un peu, mais il nous reste vraiment 5 minutes. Donc je ne sais pas si votre présentation. Donc je vais me dépêcher, je vais aller très terminée. vite. Je vais sélectionner. Alors, je vais faire le tri. Je vais passer à la prochaine slide, s'il vous plaît. On va passer celle-là. Ça, c'est quoi? C'est le top 5 sièges sociaux. On a déjà pas mal évoqué sièges sociaux, on va passer aussi. Voilà, donc ça, c'est rapidement, ça, c'est la performance de la France par rapport aux deux leaders européens sur les sièges sociaux et les centres de R&D. Donc on sait qu'on a de vrais atouts là-dessus et pourtant on a aussi une vraie concurrence de nos voisins européens là-dessus, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, l'enjeu, ça a été bien rappelé, c'est un enjeu essentiel de parvenir à attirer ces activités. Donc on voit qu'on est face à une concurrence qui est extrêmement active et il faut qu'on arrive donc à s'améliorer pour attirer plus de ces fonctions stratégiques, comme on les appelle. Alors, slide suivante. Là, je vais passer aussi. Voilà, donc ça, là, on va rentrer dans la partie perception, comment les investisseurs étrangers voient la France. Alors, déjà, là, ils nous disent, quand on leur dit à long terme, est-ce que vous serez encore présent en France, soit pour produire, soit pour vos activités de service. Et là, on a une très 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 large majorité qui nous disent, bien entendu, je serai toujours présent en France. Je n'ai pas du tout l'intention de partir, j'y suis bien, je m'y trouve bien, voilà. Donc à long terme, je suis présent et je n'ai pas intention de m'en aller. En revanche, page suivante, à très court terme, malheureusement, cette présence en France ne se traduit pas, cette intention de rester présent en France ne se traduit pas pour le très court terme, pour les 3 prochaines années, en projet d'implantation. Et ça se traduit moins cette année que l'année dernière en projet d'implantation. Le 24, on va revenir à la slide. Voilà. Le 24% que vous voyez au bout, là, ça veut dire que quand on dit très bien, vous allez rester en France, mais est-ce que vous avez des projets d'implantation l'année prochaine, par exemple, d'extension d'activité ou voilà, on n'en a que 24% qui nous disent oui, oui, absolument. Et tout le reste nous disent pas particulièrement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu, c'est arriver à faire remonter ce chiffre, même si voilà, chez nos voisins européens, ils se situent plutôt autour des 35 comme chez nous l'année dernière. Mais voilà, donc il faut qu'on arrive à être plus convaincant là-dessus. Page suivante. Voilà, alors là sur les perspectives quant à l'évolution de l'attractivité du site France pour les investisseurs étrangers, on s'aperçoit que la plupart d'entre eux nous disent « moi je pense que ça ne va pas changer ». Voilà, je pense que ça va ni s'améliorer ni se détériorer. Voilà, donc c'est un statu quo, ce qui est une mauvaise nouvelle parce que on est vraiment, ça n'a échappé à personne dans un monde qui bouge, où il faut être capable de s'adapter. Et donc des investisseurs qui se disent moi je pense que c'est le statu quo, c'est pas bon pour l'avenir. Donc là aussi, il faut arriver à être plus convaincant sur notre capacité à se réformer, à s'adapter, etc. Page suivante, je vais très vite. Alors, je vais passer sur les atouts parce qu'on les a pas mal évoqués. Pour arriver à la dernière, voilà. Sur les secteurs de croissance. Alors, sur les secteurs de croissance, là, c'est intéressant. Ce qu'on observe cette année, donc là, c'est les résultats qu'on va publier. Donc, vous avez le droit de les regarder, mais vous n'avez pas le droit de les noter ou d'en parler. Même à la radio. Voilà, même à la radio. Donc ces résultats, c'est intéressant parce que moi, mon interprétation, c'est qu'on est face à des investisseurs qui sont beaucoup plus lucides sur les secteurs qui vont tirer la croissance et l'attractivité française dans les années à venir. Dans les années précédentes, ce qu'ils nous disaient, c'est oui, les secteurs d'avenir en France, ça va être l'énergie, le numérique, les biotech, etc. Bon,
Ok, sur l'énergie, sur la croissance, pourquoi pas, sur l'attractivité beaucoup moins. Le numérique arrive en deuxième position, ce qui est très étonnant parce qu'en fait c'est un énorme moteur d'attractivité. Et les biotech, tout le monde en parle parce que c'est à très forte valeur ajoutée, c'est extrêmement innovant, mais en termes d'attractivité c'est très peu, vraiment très très peu. Et là cette année, ils nous disent des choses qui sont beaucoup plus proches de la réalité. Ils nous disent ça va être le numérique en numéro 1, donc ça c'est vrai, c'est ce qu'on observe quand on regarde dans la réalité, la décomposition sectorielle des implantations internationales, le numérique est numéro 1, et ils nous disent, et on a les services aux entreprises, enfin, qui arrivent en troisième. Et en fait, il faudrait même qu'ils soient en deuxième ou voire en premier, parce que le gros de l'attractivité, et d'ailleurs, je dirais même le gros de l'emploi et le gros du PIB, en fait, c'est dans les services. On parle énormément d'industrie, parce que l'industrie, tout le monde comprend bien, ça évoque, ça fait appel à des notions que tout le monde maîtrise à peu près, on voit ce que c'est qu'un ouvrier, mais en réalité, le très gros des emplois et le très gros des projets d'investissement, c'est dans les services que ça se passe, c'est là que tout se passe. C'est vrai pour tous les pays d'Europe, y compris les pays d'Europe centrale et orientale, en termes de nombre de projets en tout cas. Et voilà, donc ça c'est bien, il faut bien l'avoir en tête pour nos réflexions, pour notre positionnement et pour chercher demain à améliorer notre attractivité. Et j'en ai fini. Merci Vincent Rolfast. Normalement on est un peu hors temps, mais je vais peut-être prendre quand même cette question Twitter. Le coût du travail est-il vraiment attractif pour les investisseurs étrangers ? On en reparlait tout à l'heure du CICE, en fait, le coût du travail, les cotisations ont baissé sur un certain nombre de salaires, c'est une mesure du gouvernement. Donc ce coût du travail est-il vraiment attractif pour les investisseurs ? Je ne sais pas qui souhaite répondre, Sylvie Monteau ? Ouais, moi, je peux répondre en partie. Le coût du travail n'est clairement pas un déterminant de l'attractivité de l'économie française, parce que quand un investisseur étranger vient en France, il ne vient pas chercher une main-d'œuvre peu qualifiée à faible coût, il vient chercher une main-d'œuvre qualifiée. Et forcément, le niveau de qualification est censé refléter le niveau de salaire et le niveau de productivité. Donc, ce que nous mettons en avant, effectivement, et d'ailleurs, c'est ce qu'a rappelé Farid très rapidement au début de son introduction, à la fin de son introduction, c'est que les principaux déterminants de l'attractivité de l'économie française, c'est la taille du marché. Nous sommes la 6e économie mondiale. C'est son positionnement géographique au sein de l'Europe. C'est le fait que la France peut être une véritable plateforme d'exportation parce qu'on a des aéroports de qualité qui permettent effectivement un rebond à l'ensemble et très rapide à l'ensemble au sein des pays non seulement européens vers l'Europe de l'Ouest, vers l'Europe de l'Est, mais également vers l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. La qualité des infrastructures, donc je l'ai dit, et la qualité du capital humain. Il ne faut vraiment pas nier le fait que nous sommes clairement reconnus sur la qualité des ingénieurs, les grandes écoles et de plus en plus les partenariats publics privés qui se développent entre les grands centres de recherche et les entreprises sont mis en avant et se développent. D'autres, non ? Vous souhaitez intervenir, Vincent Rolfast, peut-être ? Enfin, très rapidement, je pense que la question du coût du travail, en fait, est à rapprocher, comme le disait Sylvie, pour quelle qualité, quoi. Voilà. Donc, si on veut de la qualité, qu'on est un investisseur, on cherche évidemment à optimiser le ratio qualité-coût, mais on est prêt. Moi, j'ai fait des implantations de centres de recherche à travers l'Europe. Et c'est clair que la question du coût se posait beaucoup moins que sur des implantations industrielles à plus faible valeur ajoutée, par exemple. Par contre, ce qui est très important, parce que c'est comme ça qu'ils décident, les investisseurs ne vont pas forcément regarder dans le détail du détail tout. Ils fonctionnent beaucoup aussi à la perception et ils s'arrêtent là. Ce qui est très important, c'est quand on a la réputation d'être cher ou trop cher, c'est très dommageable pour être dans la longue liste, voire la short list des destinations sur lesquelles on envisage de s'implanter. Or la France, elle est un peu victime de sa mauvaise image là-dessus, c'est-à-dire qu'elle a la réputation d'être une destination coûteuse, et du coup, elle n'est pas systématiquement dans la longue liste des destinations potentielles d'implantation, alors qu'elle pourrait très bien y être. Elle a des tas d'atouts, elle a toutes les compétences humaines nécessaires, etc. Et alors même que les autres sont parfois, ils y sont, et ils sont parfois plus chers. Parce que si on regarde au niveau européen, les régions les plus attractives, le numéro 1, c'est le Grand Londres, et quelle est la région d'Europe la plus chère? C'est le Grand Londres. Donc c'est là qu'on voit aussi qu'il n'y a pas forcément de lien qualité-coût. Les choses sont parfois une question de communication et que peut-être quand on annonce des mesures fiscales comme le CICE ou le pacte de responsabilité, ça peut être aussi un signal
pour l'étranger. Donc c'est la fin de cette conférence. Merci à tous.